En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Pour ce grand entretien politique, nous allons revenir sur Notre-Dame de Paris, ressuscitée de ses cendres 5 ans et demi après son tragique incendie, mais aussi sur la crise politique qui secoue le pays depuis 6 mois, entre le divorce de la droite avec d'un côté Éric Ciotti et de l'autre Laurent Wauquiez, et la figure de Michel Barnier, Premier ministre démissionnaire que notre invité ce matin connaît bien. Bonjour Brigitte Köster. Bonjour. Bienvenue sur Ligne droite et merci d'être avec nous ce matin. Alors nos auditeurs parisiens vous connaissent sûrement comme une élue de terrain ici à Paris. Vous avez été maire du 17e arrondissement en 2008, puis député de Paris jusqu'en 2022 sous l'étiquette des Républicains. Alors durant votre mandat, vous avez présidé la mission d'information sur la loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et justement, je vous propose d'ouvrir cet échange par cet événement. La Dame de Pierre a rouvert ses portes samedi dans la soirée avec des personnalités venues du monde entier. C'est un événement, Brigitte Köster, que vous attendiez ? Ah bah oui, je l'attendais comme des millions de Français et sûrement des millions de chrétiens à travers le monde. Je l'attendais d'autant plus évidemment en tant que Parisienne, en tant que chrétienne. Et comme vous l'avez rappelé, parce que j'ai particulièrement travaillé sur le suivi du chantier de la loi sur Notre-Dame. Et j'ai été, alors que j'étais députée, présidente de la mission d'information parlementaire qui a été mise en place pour le suivi de la loi spécifique qui a été créée pour Notre-Dame. Puisqu'il faut savoir qu'après l'incendie, il y a eu tout de suite une loi dans le mois qui a suivi, une loi spéciale qui a donné plusieurs autorisations et qui avait pour mission justement la création d'établissements publics qui a été présidé d'abord par le général Georges Lain puis par Philippe Jost. Et puis donc c'était pour s'assurer que toutes les dispositions spécifiques étaient bien suivies. Et alors justement, cette loi du 29 juillet 2019, votre mission d'information était relative donc à l'application de cette loi. Concrètement, quelles ont été les conclusions des nombreuses auditions évidemment sur le chantier de Notre-Dame de Paris notamment ? Alors, d'abord c'est une mission qui a duré 2 ans, avec une trentaine d'auditions que j'avais souhaitées publiques, c'est-à-dire qu'elles étaient systématiquement retransmises sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui permettait en fait non seulement aux journalistes, mais à tous ceux qui s'intéressaient au chantier de suivre ce qui se passait. Car cette audition, c'était aussi bien des politiques, mais c'était surtout des personnes qui allaient travailler sur le chantier. Donc nous avons reçu tous les corps de métier, mais ça allait donc je vous le disais, politique, ministre de la Culture sur le suivi, et ça allait sur des collectivités, dans la ville de Paris, sur laquelle je serai sûrement appelée à revenir. Et puis aussi, ce qui était important, c'était que était pointé du doigt ce qui pouvait éventuellement ne pas aller. Nous avons auditionné les 3 fondations, la Fondation Notre-Dame, la Fondation du patrimoine et la Fondation de France, qui étaient habilitées par la loi à récupérer les dons. Et nous devions, ou les musées, la réunion des musées nationaux, nous devions nous assurer aussi du bon usage de ces dons, de leur affectation. Par exemple, on a pu suivre que les 2 premières années, il a fallu plus de 80 millions pour la sécurité de Notre-Dame, la mise en sécurité. Et nous avons suivi à chaque fois avec chaque corps de métier ce qu'il en était.
Et cette mission a permis une sorte de lien entre les uns et les autres, car ils ne savaient pas obligatoirement ce qui se passait ailleurs. Donc, ça fait œuvre d'utilité publique. Et puis, parce qu'il y avait dans la loi la possibilité pour l'État de déroger à quelques règles, entre autres de façon à assouplir les appels d'offres, et ce qui a été d'ailleurs le cas concernant tout ce qui était achat de pierres. Et puis, on a suivi au fur et à mesure les dons, les affectations qui avaient donné. Et c'est là peut-être où je peux faire un focus, si vous le permettez, sur, par exemple, la ville de Paris. On a eu 840 millions de dons qui venaient du monde entier et de France, bien sûr, avec des collectivités qui ont donné, je le précise dans le rapport, et je voudrais d'ailleurs saluer Sophie Mette, qui était rapporteure alors que j'étais présidente de la mission. Nous avions remarqué que certaines communes avaient donné 10 ou 20 euros pour vous montrer l'attachement pour la volonté de participer. Et c'est au niveau de la ville de Paris que la déception a été au rendez-vous, puisque les 50 millions annoncés par Anne Hidalgo au lendemain de l'élection n'ont jamais été versés, et que par ailleurs, la ville de Paris voulait taxer le chantier, comme elle en avait le droit, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un chantier sur voie publique, il y a ce qu'on appelle une taxe d'occupation du domaine public, et ça se montait à 3,7 millions par an, et c'était impacté donc, sur les dons. Et le général Georges Lamm avait alerté, et grâce à la médiatisation avec ce que nous avons pu, toutes les personnes auditionnées dans cette mission, faire reculer la mairie de Paris, qui de fait n'a pas taxé ce chantier, ça aurait été une aberration de mettre 20 millions juste pour des taxes municipales. Donc effectivement, on peut se féliciter qu'elle ait reculé là-dessus, mais vous l'avez précisé, Paris n'aura pas donné un centime, alors que Anne Hidalgo avait fait cette promesse de 50 millions d'euros de dons de la ville. Exactement. Depuis, la réponse de la ville a été, nous allons travailler sur le parvis, faire les travaux d'aménagement du parvis. Or, le chantier d'aménagement du parvis était déjà prévu préalablement au chantier de la cathédrale, puisque un architecte, d'ailleurs Dominique Perrault, avait déjà travaillé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait d'ailleurs fait beaucoup de bruit. Il y avait une question de galerie marchande sous le parvis. Bon, à l'époque, donc ça avait fait un tollé, mais donc il y avait déjà ce projet de réhabilitation. Alors certes, il y aura sûrement des améliorations à faire par rapport au projet initial, mais en aucun cas on ne peut considérer cela comme un don. Alors, il a longtemps été question de modifier les vitraux pourtant intacts de Viollet-le-Duc par des vitraux contemporains, en dépit de l'alerte de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Comment est-ce que vous vous situez, Brigitte Köster, sur cette polémique, justement ? Alors, il faut y aller, j'allais dire, sur la pointe des pieds sur ce sujet. Alors, c'est un sujet que nous n'avons pas abordé puisqu'il est récent et que la mission, malheureusement, la mission parlementaire s'est arrêtée en 2022 et la nouvelle législature ne l'a pas poursuivi, ce qui est d'ailleurs très dommage. Concernant les vitraux, à titre personnel, il faut déjà voir où c'est situé dans la cathédrale, quels sont vraiment les vitraux concernés à l'heure actuelle et quelle serait éventuellement la modification apportée. Moi, j'ai été saisie d'une seule demande en tant qu'élue du 17e, vous l'avez rappelé, j'en ai été maire pendant 10 ans. Nous avons la caserne des pompiers de Paris et dans le 17e. Donc, j'ai été alertée par le fils du général Cassot, ancien général de sapeurs-pompiers de Paris, sur le souhait de voir un vitrail où serait représenté l'action des pompiers. C'est pourquoi j'ai soutenu cette demande et que je l'ai transmise aux autorités compétentes. À ce jour, donc, je n'ai pas de retour. Et en fait, mon avis sur les vitraux, j'entends, je serais plutôt d'un tempérament conservatrice, mais quelque part, justement, la cathédrale a été vraiment reconstruite ou en tout cas restaurée, puisque c'est le mot, c'est restaurée à l'identique, qu'il y ait à un moment un signal, un symbole, un geste de ce qui a été fait, parce que ce n'est pas rien. Je trouve qu'au moins, s'il y avait au moins un vitrail qui rend hommage aux pompiers, déjà en soi, ce serait formidable. Et c'est ça ma proposition. Elle n'est pas de modifier 3, 4, 5 vitraux, car je ne suis pas habilitée à donner d'avis là-dessus. Je ne m'en sens pas le droit. Mais je pense qu'un vitrail pour les pompiers. Oui, un hommage évidemment aux pompiers Oui. qui ont sauvé de la destruction évidemment notre Exactement.
Alors, Exactement, je pense que ça serait un beau clin d'œil et surtout un bel hommage plutôt. c'est ça. Alors Emmanuel Macron a qualifié justement la renaissance de Notre-Dame de Paris comme le chantier du siècle. Un rapport du Sénat pointait récemment le péril du patrimoine religieux en France. Donc là, oui, Notre-Dame de Paris est sauvée, mais alors quel est l'avenir pour toutes les autres cathédrales, églises, chapelles, les calvaires qui parsèment le territoire français évidemment, mais qui se retrouvent souvent, et c'est ce que dit le rapport du Sénat, en piteux état. Pire, ils sont parfois démolis, rasés, parce que l'État ne veut pas financer leur restauration. Oui, mais c'est un fait constaté en effet depuis de nombreuses années. Moi-même, dans mon village, il se trouve en Normandie que notre chapelle a brûlé. Euh, le coût est bien sûr faramineux. Ça ne peut pas être l'État qui puisse prendre en charge toutes ces reconstructions, rénovations, restaurations. Il appartient aussi peut-être à chaque collectivité et c'est beaucoup du mécénat, je dois le dire, et il faut aussi saluer dans le cadre des sommes qui ont été affectées les mécènes, ces grands mécènes, souvent pointés du doigt malencontreusement sur d'autres sujets. Donc là, disons aussi, sachons dire merci. Et je pense que c'est par le mécénat privé et souvent le mécénat local pour sensibiliser à la restauration d'une chapelle ou d'une église. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire, qui est souvent à faire également avec les directions régionales de l'action culturelle, toutes les DRAC. Et il se trouve que moi, je viens d'accepter d'être la secrétaire d'une fondation qui s'appelle les Ailes du patrimoine, qui a justement pour vocation de restaurer du patrimoine privé ou public. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de projet sur du patrimoine religieux, avec l'objet non pas seulement de restaurer, mais pour trouver l'argent de la restauration, faire une offre culturelle. Donc, c'est tout un travail qui est fait par la Fondation Les Ailes du patrimoine et c'est, je pense, avec ces initiatives personnelles, associatives, et là, c'est une fondation, que nous arriverons pour financer, en effet, ce patrimoine religieux qui est en train, malheureusement, de se délabrer à plusieurs endroits. Il appartient aussi aux élus locaux, hein, et je ne leur jette pas la pierre parce que beaucoup d'entre eux ont à cœur de sauver ce patrimoine. Oui, et effectivement, c'est un message d'espoir qu'on peut leur porter justement avec notamment votre association. Alors avec cette courte trêve justement consacrée à Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a repris ses consultations politiques. On change de sujet, Brigitte Oui. Koester. Alors il s'agit de nommer au plus vite un successeur à Michel Barnier. Vous connaissez bien le Premier ministre désormais démissionnaire puisque vous dirigiez son service presse lorsqu'il était ministre de l'Environnement et vous l'avez soutenu d'ailleurs aux primaires républicaines de 2021 pour les dernières présidentielles en qualité de conseillère politique. Comment est-ce que vous décririez pour nos auditeurs Michel Barnier, Brigitte Koester? Michel Barnier, je pense que ses premiers pas, d'ailleurs, j'allais dire dès son discours à Matignon de passation de pouvoir, ou lorsqu'il a pris la tête de Matignon, Michel Barnier, c'est d'abord quelqu'un de particulièrement respectueux, digne et conscient de l'intérêt général. Le fait est que beaucoup de Français, d'ailleurs, ne le connaissaient pas, ou suivant les générations, avant qu'il devienne Premier ministre, parce que Michel Barnier a une carrière politique qui est sûrement une des plus belles de nos femmes et hommes politiques, de par le fait qu'il a d'abord été un élu qui a eu toutes les strates au niveau départemental, régional, député, sénateur, ministre, et en tant que ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, des Affaires étrangères, pour moi, il avait le cursus le plus percutant et pertinent pour prendre la tête de Matignon, avec en plus cette expérience assez unique au niveau européen avec ces négociations, puisqu'il était négociateur du Brexit. Donc je me disais, on a la personnalité la plus consensuelle possible. Il n'a jamais eu d'antécédents avec les uns ou avec les autres, et sa volonté était vraiment d'avancer. Le problème, c'est que dès le départ, le PS a dit non, on votera la mention avant même d'accepter de discuter à Matignon. Oui. Il s'est retrouvé face à des blocages de politique politicienne qui étaient d'un niveau tel que je pense que même par rapport aux négociations qu'il a pu avoir avec des pays étrangers, on était par le petit bout de la lorgnette, hein, puisqu'il y a eu 15 jours, je crois, pour faire le gouvernement avec évidemment des demandes, après légitimes, des différents partis politiques, mais souvent, encore une fois, on a perdu beaucoup de temps, et je trouve que Michel Barnier, là, s'il n'y avait pas eu la censure, aurait pu mettre plus sa patte, si j'ose dire, imprégner
l'action nationale, comme il l'avait suggéré avec un projet sur 2030, avec cette fois des décisions qui étaient les siennes. Là, il a été contraint par un budget, mais surtout par un calendrier où il n'a pas eu le temps vraiment de faire ce qu'il souhaitait. D'ailleurs, il a dit qu'il était amendable. Il a été accepté par une commission mixte paritaire entre députés et sénateurs, ce qui était assez rare. Eh bien, malgré tout, il y a une censure derrière, ce qui est juste incompréhensible, si ce n'est des intérêts partisans. On va évidemment revenir sur les perspectives pour la France politiquement, mais avant peut-être un mot de la droite et de l'avenir de votre famille politique, puisque avec la scission interne des Républicains en juin, d'un côté il y a Éric Ciotti donc, qui a créé l'UDR, l'Union des droites pour la République, de l'autre côté Laurent Wauquiez qui a rebaptisé LR la droite républicaine. Vous, Brigitte Koester, vous vous situez où dans ce divorce ? Mais écoutez, je ne me situe plus. Je vais vous dire franchement. D'abord, juste une petite précision pratique. La droite républicaine, c'est le nom des députés à l'Assemblée. Pour l'instant, le parti s'appelle toujours les Républicains. J'en ai beaucoup voulu à Éric Ciotti au moment des législatives, de ce tremblement de terre qui aurait mérité d'être évidemment discuté au préalable. Et à ce jour, je vois des tiraillements. Les uns, on va au gouvernement, on n'y va pas. Bon. Je suis, je vous le dis franchement, très perturbée. Je suis, bien sûr, c'est ma famille politique, mais je pense que là, il ne faut pas tergiverser, c'est l'avenir du pays, et il faut que les meilleures personnes soient au poste. Maintenant, je comprends qu'il y a une stratégie politique par rapport à 2027, je l'entends, mais moi, je pense que d'ici, on a 6 mois devant nous, il y aura bien évidemment, j'imagine, une dissolution. Ces 6 mois, il faut qu'on soit, j'allais dire, les personnes de bonne volonté autour de la table. Évidemment, il faut voir avec qui cela peut se faire, mais j'aimerais que mon parti soit... moi, je voudrais saluer l'action de Bruno Retailleau. Je pense qu'il faut continuer à s'inscrire avec des... LR ne peut pas abandonner maintenant. Je veux dire, ils ont commencé à être en place dans ce gouvernement et à montrer ce dont on pouvait faire. Voilà, je ne me résoudrais pas à avoir un ministre de l'Intérieur de gauche. C'est pour moi impensable. Donc, je pense en effet que certaines personnalités doivent rester dans ce gouvernement et nous referons un point dans 6 mois où nous en sommes ou si jamais des lignes rouges étaient franchies, cette fois dans l'autre sens. Mais c'est vrai que l'avenir de la droite se pose, c'est la question de leur avenir, vu la compromission d'une certaine manière qu'il y a pu avoir aux dernières élections législatives anticipées. On peut comprendre l'inquiétude des électeurs de droite face à l'alliance de circonstances, certes, mais tout à fait contre nature, c'est vrai, avec une gauche et une extrême gauche pour remporter ces sièges. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas à Paris, il n'y avait pas du tout, c'était pas du tout comme ça. Il n'y a pas eu du tout de négociations ou quoi. Je pense que les négociations, malheureusement, quand je vois le président Hollande élu avec les voix de LFI, si vous voulez, ça m'inquiète. Bon, l'histoire du Front républicain. Il ne s'était pas posé et moi il ne se serait pas posé parce qu'à un moment il faut savoir ce qu'on veut et là ce qui m'inquiète plus j'allais dire c'est le poids pris par LFI dans le paysage politique français et tout ce qui en ressort en ce moment au niveau du Parlement, d'attitude, de choses qui n'auraient même pas été pensables, auxquelles on assiste et qui ne font, à mon avis, que porter les Français à rejeter la politique en bloc. En bloc. Le spectacle qui est donné en ce moment, moi, sincèrement, il y a tous les élus derrière qui sont des élus de terrain dont on ne parle jamais, les maires, les conseillers généraux, tout le monde se donne en général à fond. Et j'allais dire, quelle que soit parfois d'ailleurs sa couleur politique, ce n'est pas une question de droite-gauche. Est-ce qu'à un moment, on peut aussi médiatiquement prendre en compte ces élus-là et pas seulement les chapeaux à plumes qui se battent par médias interposés ou autres. Vous disiez tout à l'heure que le spectre d'un gouvernement socialiste vous inquiétait particulièrement. Je vais citer Dominique de Villepin, chez nos confrères de BFM TV, qui soutient fermement un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, justement. Alors je le cite, « Pour nommer le futur Premier ministre, la méthode est de prendre la première force qui est arrivée en tête lors des législatives, soit le NFP. La place du président de la République n'est pas d'être un acteur intrusif dans le jeu politique, il doit nommer le Premier ministre, pas le choisir. » Parmi les candidats potentiels, vous, Brigitte Koester, comment vous vous situez aujourd'hui justement face à la menace d'un gouvernement socialiste ?
Après, il ne peut pas y avoir un gouvernement socialiste parce qu'il sera de fait retoqué. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un problème avec mes mails qui Je vous en sonnent. prie. Vous auriez espoir, Euh, d'une certaine attends, manière, que les sénateurs, par exemple, censurent ou les députés censurent effectivement un bon, gouvernement? moi je ne veux pas qu'on commence à parler de censure. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, il y a des sujets majeurs qui sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire du bon sens. Tout le monde aspire, de droite comme de gauche, à plus de sécurité. Tout le monde aspire à une immigration contrôlée. Il y a des choses qui sont basiques, des propositions de bon sens. On peut, je pense, se mettre en effet autour de la table avec des priorités. Donc, avant de mettre les étiquettes des uns ou des autres, moi, je sais que j'ai une barrière qui est les filles. À partir de là, mais je ne suis pas en position de gouverner, je pense que avant de se poser la question socialiste ou pas, je vous parlais de Bruno Retailleau parce qu'il a cranté et en fait, la légitimité même d'ailleurs de Michel Barnier, elle venait aussi des Français. C'est plus maintenant, il faut que les partis se rendent compte qu'il faut qu'ils arrêtent de vouloir diriger à leur petite manière en fonction de leurs intérêts. Voilà, c'est pareil, le calendrier judiciaire de Marine Le Pen a été aussi dans la donne. Il faut être conscient de tout ça. Donc là, maintenant, ce que je pense, c'est que c'est une responsabilité, en effet, de dresser de grandes priorités, pas besoin d'avoir 40 ministres, peu de ministres et des décisions claires et nettes. Et on voit si dans 6 mois, avant de la possible dissolution, on a avancé ou pas ensemble. Alors justement, quelles seraient ces priorités, Brigitte Köster? Ces lignes rouges un peu et ces préoccupations fondamentales? Je pense elles sont d'abord en matière de sécurité, je viens de le rappeler, en matière de politique migratoire. C'est une évidence qu'il y a un contrôle et des propositions ont été faites, entre autres par les républicains, pour mieux contrôler l'immigration, accueillir ceux qui sont en mérite. Enfin, ce sont des choses qui ont été dites et redites, mieux accueillir ceux qui sont en possibilité d'avoir un emploi en France ou qui parlent le français ou autre. Il y a beaucoup de choses qui avaient été pointées du doigt. La troisième chose, sont les entreprises. Il faut libérer les entreprises, les charges des entreprises. Il faut libérer l'économie. Donc, c'est une position libérale. Et puis, il y a en matière sociale aussi à regarder ce qui se passe. C'est vrai qu'il y avait une aberration à continuer peut-être à abonder l'AME, quand par ailleurs, en matière de remboursement des soins, il y avait des restrictions pour d'autres. Encore une fois, il faut aussi que chacun accepte de se dire que l'autre peut avoir une bonne idée. On souffre de ce sectarisme et de ces frontières qui sont affichées d'office. Donc, je pense très sincèrement que c'est vers cela qu'on doit aller, vers une politique de bon sens qui évidemment n'affronte pas, n'aille pas complètement dans quelque chose qui serait rédhibitoire pour certains partis. Bon, ok, on a pu comprendre, mais le fait que Marine Le Pen mette la censure juste pour une mesure par rapport aux retraités, je veux dire, c'est toute l'économie, tout ce qui avait été engagé qui tombe à l'eau. Non, ça n'est pas pensable. Voilà. Maintenant, la personnalité qui sera issue, si c'est Monsieur Cazeneuve, voilà, c'est un homme de raison. Ça va au-delà même de la couleur politique. Il faut quelqu'un de raisonnable avec un cursus qui permette de mettre tout le monde autour de la table. Donc d'une certaine manière, vous appelez à sortir, c'est vrai, des clivages et même du cordon sanitaire qui a sévi si longtemps à l'Assemblée nationale. Le cordon sanitaire, il faut être... Voilà, et c'est pas parce que... vous savez, bon, moi je suis élue à Paris. Quoi qu'on propose, on est retoqué par Anne Hidalgo. Quoi qu'on propose. Et ça fait 20 ans que ça dure, c'est comme ça. Je vais vous donner un autre exemple, à contrario. Quand j'étais à la région et qu'à l'époque, donc Valérie Pécresse, qui est quelqu'un d'ouvert, et que moi j'étais à ce moment-là aussi avec Jean-Paul Huchon, homme de gauche, il acceptait, il était de gauche, il acceptait que des gens de droite aient des bonnes idées. Eh bien, tant que nous n'aurons pas, je vous donne des exemples de personnes de gauche et de droite exprès pour vous montrer que c'est... Mais le sectarisme, il est souvent beaucoup plus à gauche qu'à droite. Donc, je pars du principe que chacun est en responsabilité, du président de la République à tous les hommes politiques et chefs de parti à l'heure actuelle. Déjà que chaque parti les partis sont devenus des pots de chagrin.
Très sincèrement, les gens ne se reconnaissent pas dans un parti, ils se reconnaissent dans des politiques qui répondent à leurs attentes. Bien sûr, après, il y a des lignes rouges parce qu'il y a des comportements ou des prises de position qui sont inacceptables. Moi, j'en veux beaucoup à Marine Le Pen de cette motion de censure qui a été faite et j'en veux beaucoup, en effet, à LFI et le PS qui s'accrochent à eux pour des postes tout simplement. Vous pointiez à l'instant la responsabilité aussi du président de la République. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est le président peut-être le plus mal aimé. La plupart des Français le jugent comme le premier responsable de l'instabilité politique qu'on connaît. Certains appellent à sa démission, voire à sa destitution. Est-ce que vous partagez leur colère de cette année de mandat d'Emmanuel Macron, où les crises se sont multipliées, et notamment cette crise politique assez inédite pour la Ve République? Oui, alors je ne ferai pas partie de ceux qui demandent la démission du président de la République, non. Je pense qu'on a besoin de stabilité. J'entends qu'il est devenu le bouc émissaire parce qu'il y a eu une succession de prises de position ou de décisions qui ont été faites, plus ou moins bien comprises. Et donc j'entends, mais la France, pour l'instant, tient debout. On n'a pas le chaos dans les rues, c'est pas mai 68, on n'en est pas à demander la démission du président. Et je ne pense pas que là, de demander sa démission maintenant pour élire le président, je crois que le délai est de 6 à 8 semaines. Enfin, ça n'est pas... bon, je ne pense pas à cela, même si certains y auraient intérêt. Et on a bien compris le calendrier des uns et des autres. Non, pour moi, ça ne serait pas responsable. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps démocratique avoir lieu et que le sens de l'intérêt général l'emporte. Et alors, il y a 2 élections, bien sûr, qui approchent à grands pas. On pense aux municipales et aux présidentielles. Pour commencer sur les municipales, vous, Brigitte Köster, vous êtes engagée depuis des années sur le terrain parisien. Comment est-ce que vous vous positionnez pour 2026? Comment est-ce que vous appréhendez l'arrivée de cette échéance? C'est une chance, évidemment, de pouvoir renouveler, j'allais dire, l'exécutif parisien. C'est-à-dire que nous souffrons beaucoup, et je pense que les Parisiens, dans leur ensemble, néanmoins, Anne Hidalgo a été réélue, mais il faut rappeler dans quelles conditions post-Covid, avec très peu de personnes qui sont allées voter. Nous sommes dans une situation où nous avons un Paris qui a été franchement très abîmé. Il y a eu certainement des choses bien qui ont été faites, mais quand on se promène dans Paris, quand on voit ce qui a été fait, quand on voit l'argent mis, quand on mis, par exemple, pour racheter des immeubles entiers ou la politique des logements sociaux, nous, on n'est pas contre, mais par exemple, c'est la politique d'attribution des logements. Il y a un problème de bétonisation, contrairement à ce qu'on dit, et non pas de végétalisation. Il y a un problème de politique de petite enfance, il y a un problème de politique d'espace public. Il y a beaucoup de choses à régler. 2026, c'est une chance, en effet, pour la droite parisienne, en tout cas modérée, des oppositions, je devrais dire, de nous entendre, parce que là aussi, ça ne pourrait être possible que si nous entendons tous, si les uns et les autres veulent bien se mettre autour de la table, et surtout pour un projet d'ailleurs sur lequel nous sommes en train de travailler, et quels que soient les groupes auxquels nous appartenons, que ce soit LR, le Modem, Horizon et autres, nous avons vocation à nous retrouver derrière celle ou celui qui sera le mieux placé à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser et pas partir en note dispersée. Par ailleurs, vous savez que le scrutin est très particulier à Paris, Paris, Lyon et Marseille, puisque nous votons des scrutins de liste, et que c'est après les conseillers de Paris, c'est-à-dire ceux qui ont dans chaque arrondissement, en fait, vous avez un nombre de conseillers de Paris par arrondissement au prorata du nombre d'habitants, et c'est les conseillers de Paris qui après votent pour le maire. Oui. Ce qui fait que c'est un peu comme aux États-Unis, les grands États emmènent des grands électeurs, et puis finalement, vous pouvez être majoritaire en voix à Paris et ne pas être maire de Paris, ce qui est une aberration. Donc je prône aussi le changement de la loi qui modifierait le statut de Paris, Lyon et Marseille, la loi PLM. Une réforme évidemment du système du scrutin pour les municipales. Dont on parle depuis très longtemps. Et là, les maires je crois, de Lyon et Marseille sont d'accord. À ce jour, c'est bloqué par Anne Hidalgo, mais ça appartient au Parlement, qu'elle soit ou pas d'accord. C'est au Parlement de s'en emparer, et il y a à l'heure actuelle des propositions de loi qui ont été déposées, je crois, sur le bureau de l'Assemblée nationale, et à charge pour le prochain gouvernement, éventuellement, de mettre ça à l'ordre du jour.
Donc, Mais il faut se dépêcher parce qu'il y a un temps limité avant une élection de changer le mode de scrutin. Je ne sais pas si la proportionnelle va être aussi remise à l'ordre du jour, mais si à un moment il y a un volet plutôt législatif qui a trait au mode d'élection, peut-être que ça peut aussi faire partie de cela. Donc, tout à l'heure, vous parliez justement du bilan d'une certaine manière d'Anne Hidalgo qui a laissé dans votre esprit notamment la bétonisation, le problème des logements sociaux, peut-être avec les quotas. Et on peut penser aussi peut-être à cette peut-être obsession d'un retour à la nature en ville avec l'extension voulue des zones à trafic limité dans l'ensemble de la capitale. Est-ce que vous retenez quelque chose d'autre d'Anne Hidalgo qui, alors on le précise évidemment pour nos auditeurs, mais qui a décidé de ne pas se représenter à la mairie de Paris aujourd'hui. Elle a choisi comme successeur, comme candidat, le sénateur de Paris, Rémi Féraud. Tout à fait. Quand je vous parlais de bétonisation, c'est-à-dire que donnons des exemples concrets, la place de la République, je veux dire, à force de faire du minéral ou alors de nous annoncer des forêts urbaines qui n'ont jamais été des forêts urbaines, sauf si vous pouvez m'en donner une, alors que nous avons 2 bois parisiens qui ne sont pas, je pense, j'ai fait partie de la mission d'information sur les bois, je pense qu'on a fait plein de propositions, là aussi pour l'instant c'est lettre morte. Je pense que sur il y a la végétalisation, il y a des choses à faire, plus que ce qui est fait à l'heure actuelle. Mais je vous parle aussi, par exemple, de politique de petite enfance. Quand j'étais maire du 7e, il y avait 3000 demandes de places en crèche non satisfaites. Et quand j'étais maire et que je proposais un lieu pour le préempter, qui était un ancien magasin qui fermait, la ville de Paris me disait non, le foncier est trop cher. Mais parallèlement, acheter des immeubles entiers haussmanniens pour faire du logement social et surtout chasser des populations pour en mettre une autre. Donc ces gens-là qui n'avaient rien demandé se retrouvaient. Bon, il y a encore une fois un problème parce que les familles partent, parce que justement les loyers sont trop chers, parce que la politique d'attribution des logements sociaux, nous on plaide pour qu'elle soit beaucoup plus décentralisée, que ce soit les maires d'arrondissement qui aient plus de pouvoir. Alors ça passe par la loi, hein, ça n'est pas du fait de la mairie, mais il pourrait y avoir une meilleure coordination avec la préfecture, la mairie. Ça c'est un sujet. Mais en ce moment, c'est l'économie parisienne qui est en train d'être mise à mal. C'est vraiment un sujet majeur dont on ne parle pas assez, de ces boutiques qui ferment, de ces restaurants qui n'en peuvent plus. Rendez-vous compte que maintenant, le stationnement à Paris est en moyenne de 12 si vous avez une voiture, c'est 12 € l'heure. Là, si vous êtes dans les quartiers centraux, enfin, je ne voudrais pas dire d'erreur, mais ça devient, venir à Paris, au spectacle ou autre, devient compliqué pour les personnes de banlieue. Évidemment, peut-être plus facile à Paris avec le réseau de transport, mais tout le monde, encore une fois, ne peut pas le faire. Et je crois que là, il y a une inquiétude entre les familles qui partent, parce qu'en effet, je vous parlais de problèmes de crèche, problèmes de politique familiale qui ne suit pas, etc. Donc, il y a des volontés, donc il y a vraiment une politique autre à mettre en place au service des familles, un apaisement de l'espace public qui est devenu une sorte de no man's land. Dès que vous sortez, vous vous demandez si vous n'allez pas être écrasé d'un côté ou de gauche de la rue ou autre. Et puis, cette guerre contre la voiture, qui sur le fond voilà, moins de voitures, ça s'entend, toutes les collectivités vont vers cela. Mais il y a plein de voitures électriques maintenant. Vous avez des hybrides. Bon, il se trouve que j'ai une hybride. Sous prétexte qu'elle fait 2 tonnes 100, je suis pointée du doigt, alors que ce n'est pas une grosse hybride, c'est juste une 4 places. J'ai vu ça, je me suis dit, mais comment font ? Voilà, ça devient, vous êtes pointé du doigt en permanence. Bon, alors on espère évidemment que la suite sera positive pour les Parisiens. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Brigitte Koester, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur votre vision évidemment de la droite, des municipales. Je rappelle évidemment à nos auditeurs que vous êtes ancienne députée de Paris sous l'étiquette des Républicains. Merci encore et puis à très bientôt sur notre matinale Ligne Droite.